Oui, donc je voulais te parler aussi euh, du Menhir des Pontiles, du lien, par exemple, entre le 17 janvier et l'alignement avec Sirius. Ah, Ce que tu en penses de ça. vaste question. L'alignement du 17 janvier, donc le rayon de soleil dans l'église de Rennes, Ouais. oui, mais qui se prolonge effectivement Mhm. jusqu'à l'ermitage de Galamus. Mhm. Bah, ça c'est déjà un peu plus intéressant enfin un peu plus Mhm. intéressant que le menhir des Pontifs, parce que le menhir des Pontifs, à partir du moment où tu sais qu'en dessous c'est creux, Mhm. là aussi il y a un rapport de la César avec une citation de l'abbé de Greffeil, comment il s'appelait cet homme-là, je sais plus, j'ai la photo de sa pierre tombale, faut aller à Greffeil, hein. Mhm. L'église de Greffeil aussi se visite, elle est fabuleuse, hein. C'était un pote à Boudet, l'abbé de Greffeil, qui a fait des fouilles archéologiques, qui a trouvé plein de choses, des vestiges celtiques et tout plus anciens Mhm. autour de Greffeil, et qui a été cité dans une communication de la César, donc de l'époque, en disant que c'était creux en dessous du menhir de Pérol, des Pontifs. Mhm. Donc moi ça me suffit, tu vois, donc encore une fois c'est la cité de Pyrène, Mhm. les souterrains. Quant à Galamus, moi, pour moi, c'est le nœud, hein. Mhm. C'est D'accord. c'est le nœud. Et l'alignement du rayon de soleil du 17 janvier avec Galamus, c'est cohérent avec le patronage de l'ermitage de Saint-Antoine l'Ermite. Mhm. Après, il faut creuser sur effectivement la symbolique d'Antoine l'Ermite, du désert, de l'époque à laquelle il a vécu, puisqu'il est considéré comme le fondateur, hein, du monachisme et de l'érémitisme occidental. Mhm. Ce que signifie le cochon qu'il a avec lui, qui est en fait un sanglier. Bon, bref. Mais Galamus, c'est vraiment un nœud, hein. Et encore une fois, c'est quoi Galamus? C'est un énorme théâtre d'opérations mythiques, puisque toute la roche est perforée, fondue, brûlée dans la gorge, autour de la gorge. C'est absolument fabuleux. La rivière qui passe là, c'est la Glie, qui prend sa source au Bugarache. Et André Douzet avait rapporté cette tradition de la sortie de l'ermite où chaque année, un ou plusieurs pèlerins entraient sous terre à Galamus et en ressortaient à Bugarache, et suite de quoi ils faisaient la fête au village, mais ils ont raté cette fête, je crois que c'est en 1598, la dernière occurrence, Mhm. car ils sont entrés à deux dans le souterrain à Galamus, mais il n'y en a qu'un qui est sorti et il est sorti fou. Et on est quand même à une époque assez reculée, donc ça, voilà, ça c'est des éléments moi, qui me paraissent utiles. Mhm. Mais tout autant, voilà, mais peut-être même encore pas autant que l'alignement avec Sirius, mais j'ai pas encore, par contre, moi, tracé le lien Mhm. direct, hein, entre ces sites-là, que ce soit le Bugarache, Galamus ou même le Clénigou, hein, avec Sirius. L'association, on va dire, symbolique, spirituelle, énergétique, est avérée entre le Canigou et Sirius, Mhm. puisque c'est le nom même de la montagne, Canis, la dent du chien, qui a servi à désigner par la suite la canicule, petite chienne en latin canicula, mais parce que cette période de l'année où il faisait très chaud commençait aux alentours du 14 juillet, qui est le lever héliaque de Sirius, hein, ce dont témoignait le premier calendrier égyptien. Mhm. Donc là, il y a une connotation extrêmement puissante. En revanche, la corrélation physique directe entre les lieux à notre époque et Sirius dans le ciel, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore faite. Mhm. Ça, à mon avis, ça va raconter des choses. On parle souvent des N inversés, mais on parle peu des inscriptions totalement à l'envers, comme dans l'ermitage Saint-Féol, à côté de Céret, où il y a ce Jésus aussi qui est halluciné. On peut faire des recherches aussi là-dessus. Oui, en effet, oui, il y a une peinture d'un crucifix où le Christ a les yeux révulsés et ouvert braqué sur son titulus, qui est écrit en effet entièrement à l'envers. Mhm. Et, enfin, entièrement dans le sens que c'est pas juste INRI, c'est Jesus, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Mhm. entièrement écrit à l'envers. Ce qui, à ma connaissance, est unique. Je suis tombé là-dessus par hasard, hein, faut pas, hein, Mhm. j'ai pas eu de mérite. En 2013, après une gueule de bois, j'étais à Perpignan, j'ai pris la route à Serrette et j'ai vu cet ermitage Saint-Féréo à l'entrée de Serrette. Je suis allé voir, c'était ouvert et j'ai pu faire des photos alors que la dame à l'accueil était là pour me dire que les photos étaient interdites. Voilà, heureusement que j'ai pu les faire. Et je n'avais jamais vu un titulus entièrement écrit à l'envers. Alors qu'est-ce que ça signifie? Genre, on est sur le méridien zéro. Je te dis, sur le méridien zéro en Espagne, en Catalogne, au nord-ouest de Barcelone, il y a Cardedeu avec une belle église où là aussi ils ont un titulus entièrement écrit à l'envers.
Donc sur la signification duquel j'aurais pas grand chose de plus à apporter que ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire qu'il y a mensonge sur l'épisode historique de la crucifixion, que donc Jésus-Christ n'est pas mort en croix et qu'il y a eu substitution de corps sur la croix pour faire croire qu'il était mort pendant que lui était exfiltré, guéri, soigné et emmené en Gaule avec son équipe avant de faire souche dans les Pyrénées. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la grotte artificielle de l'église d'Esperaza, Mais c'est un voilà. où Jésus paraît vivant avec les yeux ouverts. À Brenac aussi. À Brenac aussi, et gisant. Il y a un gisant où il a les yeux ouverts, alors il est blessé mais tout va bien, tu vois. Ouais. Donc ça c'est vraiment... C'est très curieux. C'est pas curieux, c'est qu'au bout d'un moment, c'est le serpent de mer, ça devient le lieu commun du mystère de Rennes. C'est quoi le mystère de Rennes? C'est des mecs qui te disent que Jésus il a survécu et qu'il a eu une descendance. Et que puisqu'on trouve ces traces et ces indices là ici, et bien c'est que ça veut dire que c'est ici que sa descendance s'est enracinée. Mais c'est la piste qui se confirme avec les Visigoths, le vrai Sangréal, rien à voir avec les Mérovingiens qui ne sont qu'une bande d'usurpateurs, mais les Visigoths, déjà les 4 premiers rois de Toulouse, puis Guillaume de Gellone avec l'apport de son père Nathanaël, qui était un nazir, c'est-à-dire un exilarque, un patriarche juif hébreu exilé à Babylone, mais qui appartenait à la maison de David. Et qui était l'origine de la souche des comtes de Razès, Béra, jusqu'à ce fameux comte Béra qui est exilé par Louis le Débonnaire en 820, je crois, à Rouen, suite à un duel perdu contre un Goth félon qui avait été manipulé pour faire croire à Louis le Débonnaire, Louis le Pieux, que Béra voulait l'entuber, alors que Béra était loyal et fidèle à Louis le Pieux. Et Louis le Pieux, qui a bien mérité son nom, Débonnaire, ne l'a pas condamné à mort et l'a exilé à Rouen, où il meurt en 844. Alors c'est un épisode vachement important, selon moi, que seul Jean-Alain Cyprat avait soulevé dans son excellent bouquin sur les Visigoths et le secret de Saunière. C'est que déjà c'est depuis Rouen que va s'organiser la filière de transmission du codage du secret et du mystère de Rennes-le-Château. Donc il va passer par tous les curés, les évêques, les peintres, les notaires qui sont enracinés en Normandie. Nicolas Poussin, Bonne Chose, tous ces mecs-là, il y a énormément de traces. Donc ça remonte à Béra, puisque lui, il était d'ici, du Razès. Son fils sera va donner naissance à la branche d'Aniort, les seigneurs d'Aniort, qui 4 siècles plus tard tiendront la dragée haute à Saint-Louis, à l'Inquisition ou au pape, en récupérant leur fief à la fin de la croisade contre les Albigeois. C'est les descendants de Béra, donc les secrets ils sont déjà là, si tu veux. Et Béra, il meurt en 844. À l'époque où, effectivement, bizarrement, les Vikings commencent à déferler sur la Normandie, à remonter la Seine, à défoncer Paris. Donc je pense aussi qu'il y a un lien de cause à effet où Béra a sollicité ses potes, ses frangins, c'est les mêmes, Vikings, en disant, écoute, là, les Francs, les Carolingiens, ils commencent à se croire un peu tout permis, ils nous font chier, tu vas les défoncer de l'église et du curé, ça va les calmer un peu. Et ce qu'ont fait les Vikings. Il y a ces différentes grottes artificielles intéressantes ici. Il y a celle de Rennes-le-Château, il y a celle justement d'Esperaza, aussi Campagne-les-Bains. À Alette aussi, ouais. Et à Alette, justement, cette grotte artificielle qui est assez peu vue, un peu connue. Et les pierres, d'où viendraient-elles pour toi? Et la signification de ces grottes? Les pierres pour l'église de Saunière, a priori, elles viennent des couleurs, du ruisseau des couleurs, voilà, des couleurs. Qui coule en contrebas de Rennes. Et on pense aussi à un chapitre maçonnique, peut-être derrière. Non. Alors, non, les Francs-Macs, non. Les Francs-Macs n'ont rien à voir avec l'équipe qui a géré le mystère de Rennes. Ça, ils ont bien les boules depuis. Non, mais je parlais d'une formation royaliste. Ils s'en ramènent. Non, qui aurait été royaliste à l'époque. Non, moi je te parle d'une organisation initiatique. Ce que n'a jamais été la franc-maçonnerie moderne. On va être clair là-dessus. Clair, net et définitif. La franc-maçonnerie moderne, les constitutions d'Anderson en 1717, elle n'est plus opérative, elle n'est que spéculative. Donc elle n'est plus ésotérique. C'est terminé. La franc-maçonnerie moderne, c'est de la merde, c'est spéculatif, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas initiatique. Point final. Ça c'est technique, j'y peux rien. Donc l'organisation qui était derrière Saunière, Boudet, Gélis et ainsi de suite, là oui, c'est d'un autre niveau que la franc-maçonnerie, ça je peux te l'assurer. On a affaire si c'est l'équipe de Gironde, on a affaire à des kabbalistes du plus haut niveau possible, enfin à des vrais initiés. Pas des mecs qui font semblant avec des rituels en carton, avec des titres. Ce serait quel ordre pour toi du coup? Mais par définition, c'est secret, ça n'a pas de nom. Si t'as pas d'idée? Enfin, tu aurais une idée personnelle là-dessus? Mais une organisation initiatique, c'est tout, donc qui appartient à la tradition occidentale, donc c'est chrétienne, gnostique. Ça inclut l'alchimie, ça inclut la Kabbale, ça inclut la gnose en remontant jusqu'à Pythagore et Zoroastre. Voilà, c'est quoi l'hermétisme?
si tu veux, l'hermétisme. Tu trouves ça souvent chez Guénon pour désigner l'ésotérisme chrétien du Moyen-Âge. Plutôt que parler d'alchimie, lui, il parlait d'hermétisme. Donc on a affaire à des hermétistes, si tu veux, pour te la faire simple, mais pas à des francs-macs. Donc pour en revenir aux grottes artificielles salles de Béranger, pourquoi des pierres de rivière? Parce qu'elles sont toutes percées, on dirait des pierres de lave. Ça renvoie évidemment les pierres percées, la pierre de foudre. Voilà. Mais la pierre percée, c'est aussi le crâne de Madeleine avec lequel elle est toujours représentée, qui est souvent lui aussi percé au sommet. Donc là c'est quoi? C'est la trépanation, non. Pour moi encore une fois, c'est plutôt l'ouverture du chakra coronal, la connexion terre-ciel, la reliance au ciel, et encore une fois, l'ouverture du coronal, c'est le couronnement, c'est l'auréole des saints. Donc c'est quelqu'un qui est souverain, et encore une fois, c'est désigne les véritables souverains de l'Occident, qui ont été spoliés par les cathos, les romains, les mérovingiens, les carolingiens, et ainsi de suite. Donc la vraie lignée de Sangréal, les vrais souverains d'Occident, c'est celle de Marie-Madeleine avec son crâne percé, et elle s'est enracinée là où il y a partout des pierres percées. Voilà moi ce que ça montre. Alors, on va finir sur différents chercheurs qui ont été un peu maudits. Tu t'es intéressé un peu à ça, notamment justement tout ce qui était lié à Piobre, le cercle Boutard. On en avait parlé tous les deux, notamment aussi Piobre. Et ce qui est lié aussi avec la table d'Isis, dont a fait un livre Jean-Luc Chaumail. Donc tous ces chercheurs qui ont été, on va dire, bannis et maudits, comme Killy, Reich, Dufour, tous ces chercheurs de l'invisible, on va dire. Et aussi, on avait parlé des oscillateurs liés aux travaux de mon grand-père, Guittieu. Mais en ce qui concerne la table d'Isis aussi, ce que tu pourrais dire là-dessus, par rapport à la tour Saint-Jacques aussi, et ces recherches-là. Pas en particulier, non, parce que je me suis pas ou peu penché sur Boutard. Je sais que Chaumail avait bien bossé là-dessus aussi. Ouais. Mon grand-père était le président du cercle Boutard à un moment donné. Donc voilà, Guittieux, qui a pris le relais. Mais tout ce que... Tanguay après. Tout ce que ça m'évoque derrière, c'est ce qui se profile, ce sont des procédés à énergie libre, des procédés à énergie surnuméraire. Et que, a priori, qui étaient connus à l'époque, encore une fois, les vrais initiés de l'époque, les kabbalistes, les bénédictins, visigoths, hébreux, et les templiers aussi, a priori, ont connu cela. Donc ça fait partie du mystère de Rennes, du coup. Mais encore une fois, nous sommes à une limite, humaine, puisque ça fait partie des choses qui pour l'instant nous sont interdites. Et que, comme tu le dis, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes pour avoir voulu, non pas même s'en emparer ou le mettre en œuvre, mais simplement le rendre public, le faire savoir, dans l'espoir de dire aux gens, putain, mais rendez-vous compte de ce que nous pouvons faire si on arrête de faire certaines conneries, en fait. Et comme les conneries, elles sont encore poursuivies par les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont au pouvoir ont empêché ces gens-là de parler. Ouais. Pour pas rendre ça public. Comme Lakowski, où ils les ont tués. C'est ça, Georges Lakowski, mais plus récemment en 96, celui qui avait sauvé Mitterrand, Beljanski. Victor Beljanski, véritable martyr, un putain de héros lui, mais c'est une honte, il faut faire une statue à Beljanski. Pour ce qu'il a fait, comment il a été traité, une descente de police du raid, de GIGN, je sais pas quoi, dans son labo, le lendemain de la mort de Mitterrand. C'est des fils de pute, quoi. Donc, mais voilà, effectivement, tout ça est inclus, ce genre de secret-là, de secret, de procédés. Ça fait partie aussi du mystère de Rennes. Très bien. Et là, tu es sur quelle réalisation? Peut-être un nouveau livre avec Marie-Claire Gauthier en préparation? Oui. Bon, il y a celui-ci, non? Et voilà, on va finir là-dessus, sur tes préparations de livres. Alors, Marie-Claire Gauthier, en effet, est sur la rédaction, la finalisation d'un manuscrit qui sera pour une bonne part dialogué entre deux personnages emblématiques du mystère de Rennes, mais deux personnages de deux époques différentes qui se rencontrent un peu comme dans un rêve ou une fantaisie, et qui partagent leur parcours respectif au fil des siècles et à travers les grandes étapes du mystère de Rennes, sa création, ses temps forts, les personnages clés, les lieux clés, sur des époques beaucoup plus anciennes et reculées, mais qui sont celles que Béranger Saunière nous a montrées dans son église, entre autres. Donc voilà, le mystère de Rennes, d'une manière un peu romancée, avec des clés de lecture symboliques autant que possible, inédites pour le coup. Voilà pour Marie-Claire. Quant à moi, j'ai aussi un ouvrage en chantier sur les Visigoths depuis 2 ans maintenant, depuis l'époque où j'ai publié Oliba et que j'avais préparé une préface qui était beaucoup trop longue
et qui va me servir de trame à un ouvrage, du coup un essai sur les Visigoths. Qui étaient-ils, d'où venaient-ils, par où sont-ils passés, quels noms ont-ils pris au fil des époques et des endroits où ils sont passés, quel rôle ont-ils tenu, du coup rôle historique mais aussi méta, historique, supra-historique, dans le sens que, effectivement, encore une fois, il y a une connexion, une corrélation avec les forces du ciel et les mouvements du ciel qui est frappante, impressionnante, hein, jusqu'à par exemple, c'est Gérard de Sèvres qui avait sorti ça, la carte des migrations gothiques qui prend une forme de spirale. Ah oui, oui. C'est hallucinant. Ouais. Et tu retrouves le motif en spirale, en fer forgé sur toutes les portes des églises, ici en Pyrénées catalanes. Donc c'est fabuleux l'héritage pour le coup ésotérique laissé par les Visigoths. Donc il y a tout ça qui est à mettre à jour. Et ma foi, oui, c'est ma prochaine urgence. Et mon gros dossier actuel pour le coup qui sera la suite de mes publications, ce sera évidemment la géographie sacrée. Donc le Graal pyrénéen et toutes les formes et les forces subtiles, vibratoires qui imprègnent le territoire. Je sais que tu as été en Cerdagne et tu as aussi le Cidobre aussi, très intéressant. Le Cidobre dans le Tarn, oui voilà, Ouais. ce genre de complexes mégalithiques, granitiques, qui sont prodigieux, jouent un rôle, c'est clair, d'information et d'énergisation, on va dire, du territoire, des lieux, des sources, mais aussi des habitants, depuis très longtemps. Et à mon avis, comme toute cette géographie sacrée joue un rôle d'horloge en fait, cosmique, cyclique, comme l'avait montré du coup, bien montré après d'autres, mais le film La Révélation des Pyramides, Oui, avec l'équateur penché et l'alignement entre Gizeh, l'île de Pâques, et ainsi de suite. c'est Le la Sphinx, révélation des Pyrénées. le Sphinx qui joue un rôle d'horloge, hein, clairement, d'horloge cyclique. C'est aussi le cas évidemment pour les Pyrénées, pour les sanctuaires pyrénéens, pour le Bulgarache. Enfin, j'ai des résultats sur la carte. Des triangulations fabuleuses, comme par exemple entre le Stonehenge, le cromlech de Stonehenge, la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle et le Pec de Bulgarache, qui forment un triangle parfait de 2922 km de périmètre. Et 2922 jours est un cycle de 8 ans associé en particulier à Vénus. Donc on a une mesure en kilomètres qui exprime une durée en jours et en années liée à Vénus. Vénus, Marie-Madeleine, Bulgarache, Saint-Jacques de Compostelle, Stonehenge. On est en plein Vénus, sur on est dans Piob aussi. et le mystère de Rennes, mais dans ses soubassements pour le coup mythologiques et mythiques et astronomiques, voilà, les plus lointains. Donc voilà la suite, la géographie sacrée, ouais, il y a vraiment des choses fabuleuses à sortir. Très bien. Bien, merci beaucoup Alexandre. Bah, merci à toi. Et à très bientôt. Mike. Au revoir. Au revoir.